Bonjour François Asselineau, quel bilan tirez-vous de l'élection législative partielle dans l'Aveyron? Eh bien bonjour. Alors comme je le fais d'habitude, je vais préciser tout de suite le jour où je parle. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre, il est 16 heures. Ceci pour qu'il soit bien clair le moment où je parle. Alors les résultats de l'élection législative partielle dans la 3e circonscription de l'Aveyron, il y avait 7 candidats qui étaient les candidats classiques, l'UMP, enfin les Républicains, le Parti socialiste, le Front national, le parti de gauche. Il y avait également donc des DLR. Il y avait un candidat qui était sans étiquette, mais qui en fait sur place était soutenu par tous les réseaux de EELV, les amis de José Bové, etc. Donc il faisait semblant d'être sans étiquette, mais en fait il était puissamment soutenu sur place par EELV. Et puis enfin il y avait notre candidat Loïc Massebio, représentant l'UPR, avec notre suppléante Edith Paradis. Alors les résultats, on aurait pu bien entendu toujours rêver mieux, c'est évident, mais les résultats sont quand même tout à fait satisfaisants. Notre candidat, certes, est arrivé en dernière position au niveau global. Donc ça, on aurait préféré qu'il ne le soit pas, qu'il soit un petit peu avant. Mais il a fait 1,86% des suffrages, ce qui n'est pas mal. Ce qui est même très bien si on compare avec ce que nous avions fait dans la même circonscription au moment des élections européennes de mai 2014, c'est-à-dire 16 mois auparavant. 16 mois auparavant, dans cette circonscription, nous avions fait 0,18% des suffrages et 0,22% au niveau de l'ensemble du département de l'Aveyron. Nous avions fait à l'époque dans le département de l'Aveyron, dans l'ensemble du département de l'Aveyron, il y a 3 circonscriptions législatives. Au moment des européennes, on avait fait 225 voix. Et là, dans cette seule circonscription, on a fait 444 voix. Donc on a eu une très forte augmentation du nombre de nos voix, de nos suffrages. Et 0,18% aux européennes, on peut considérer que c'était vraiment un score marginal, c'est vrai. 1,86%, je ne vais pas dire que c'est un score extraordinaire. Mais ça n'est plus un score marginal. Ça commence à être un score qui compte. D'autant plus que si on veut bien prendre en compte le fait que les 6 autres candidats étaient des candidats émanant de partis politiques qui ont pignon sur médias, si j'ose dire, c'est-à-dire dont il est question constamment dans les médias, et nous étions le seul parti politique à être présent sans être médiatisé. Alors ce qui est intéressant également, c'est de noter que l'évolution qu'a connue l'UPR dans l'Aveyron, qui est une évolution très positive, les autres partis ne les ont pas forcément connues. Je note en particulier que le Front national, qui avait fait 18,8% des suffrages dans le département de l'Aveyron aux élections européennes de l'année dernière, dans cette élection a fait 15,35%. Alors évidemment, c'est plus que nous. Bien entendu que c'est plus que nous. Je vois tout de suite les trolls du Front national qui vont dire « Oui, regardez ». Bien sûr que c'est plus que nous. Mais je signale d'ailleurs aux trolls du Front national que si on divise le nombre de voix recueillies par le Front national sur le nombre de minutes où il est question de Mme Le Pen à la télé, et si on fait la même chose pour l'UPR, on a des scores totalement différents. Comme nous ne passons jamais sur aucun des grands médias nationaux, eh bien, si on divise le nombre de voix obtenues par l'UPR sur le nombre de minutes dans ces grands médias nationaux, on obtient l'infini puisqu'on divise par 0. Voilà. Ça veut donc dire que nous avons, malgré le verrouillage médiatique qui nous est opposé, nous grimpons. On est passé de 0,18 à 1,86 quand le Front national est passé de 18,8 à 15,3. D'ailleurs, c'est tellement vrai que nous avons, au moment des européennes, on représentait le nombre de suffrages que nous avions était de 1% des voix du Front national il y a 16 mois. Et cette fois-ci, nous avons représenté 12% des voix du Front national. Il n'y a pas que le Front national, je ne fais pas une fixation sur le Front national. On a représenté cette fois-ci 25% des voix du Front de gauche. On a représenté, par rapport à DLR ou DLF de M. Dupont-Aignan, aux européennes dans l'Aveyron, on avait représenté 6% des voix de DLR. Et cette fois-ci, on a représenté 55% de leurs voix.
Il y a d'ailleurs un proche de Dupont-Aignan qui a justement envoyé un message Twitter pour reconnaître que nous avions fait un bon score. Un bon score, bien entendu, dans les conditions qui nous sont réservées, qui sont absolument scandaleuses et indignes de la démocratie. Scandaleuses d'ailleurs au point que nous avons saisi de nouveau le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Parce que cette fois-ci, nous avons maintenant beaucoup de matière à faire valoir pour obtenir que le CSA, nous en tout cas c'est ce qu'on espère, fasse respecter un minimum de principes d'équité et de démocratie. Je rappelle quand même que cette année, nous nous sommes présentés maintenant à 15 élections. 14 élections cantonales et une élection législative partielle. Ça fait 15 scrutins. Sur ces 15 scrutins au cours de l'année 2015, il n'y en a qu'un seul dans le canton de Nice où on a fait moins de 1%, on a fait 0,8. Il y en a 11 où on a fait entre 1 et 2, il y en a 2 où on a fait entre 2 et 3, et il y en a un où on a fait plus de 3 dans le canton dans le territoire de Belfort. Actuellement, la moyenne du nombre de suffrages du pourcentage que nous recueillons sur ces 15, ça a quand même une valeur statistique autrement plus intéressante qu'un sondage, puisque ça se situe dans une dizaine de régions différentes, dans des conditions très différentes d'électorat. On peut dire qu'actuellement, en moyenne, on représente à peu près entre 1,5 et 1,8% de l'électorat. C'est quand même un tour de force. Un tour de force par rapport à un parti qui n'est médiatisé nulle part. Donc on a saisi le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Je tiendrai d'ailleurs informer nos adhérents, nos sympathisants et tous ceux qui nous suivent des réponses très précises que nous avons, ou peu précises, que le CSA voudra bien faire ou ne pas faire, aux questions qui, elles, sont extrêmement circonstanciées, que je viens d'adresser à M. Olivier Schrammeck, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, où notamment nous lui demandons solennellement que désormais, pour les élections régionales qui arrivent, nous ayons un accès qui soit conforme à ce que nous représentons, c'est-à-dire, et je conclurai par là, je rappelle par exemple aux élections départementales comme aux élections à l'élection de l'Aveyron, il y a des partis comme l'ONPA qui ne s'est présenté nulle part. Il n'en est pas capable. Il n'a pas pu présenter de candidat ou de liste autonome. Pareil, à cette élection de l'Aveyron, il n'y avait pas Nous Citoyens, il n'y avait pas Nouvelle Donne, il n'y avait pas l'UDI, il n'y avait pas le MoDem, il n'y avait pas non plus ces petits mouvements comme Force Vie, le Parti du vote blanc, le Parti, etc. Tous ces mouvements qui ne sont pas matériellement capables de se présenter à toutes ces élections. Quel bilan faites-vous de la scène politique française en cette rentrée ? C'est le cas d'en parler, justement. Je viens de le dire à l'instant. C'est-à-dire que les autres mouvements politiques, il y en a beaucoup qui ne sont pas capables de faire ce que nous faisons. Et on va peut-être d'ailleurs parler dans un instant des régionales. J'y vais y revenir. Et là aussi, la comparaison saute aux yeux. J'en parlais plaisamment lors de dernier entretien d'actualité sur ce qui arrivait à EELV. La grande affaire, c'était le 27 août dernier, de mémoire, c'est qu'il y avait ce très célèbre monsieur de Rugy, dont personne n'avait jamais entendu parler, qui avait quitté EELV. Alors d'un seul coup, toutes les gazettes, toutes les radios, toutes les télés, tout le monde était mobilisé sur le départ de monsieur de Rugy. Bon, maintenant, tout le monde s'en fout. Bon. Et je rappelais au passage que nous n'avons jamais eu le quart du centième, du millième, du millionième de cette couverture de presse, alors que nous avons au moins 2 fois ou 2 fois et demi plus d'adhérents que EELV, que notre mouvement se développe à toute allure. Alors il y a eu ensuite une grande affaire, ça a été le départ de M. Placé. Monsieur Placé, Jean-Vincent Placé, qui est parti à son tour, qui a suivi M. de Rugy. M. Placé s'est déplacé, si j'ose dire. Il a quitté. Bon, c'est en gros et en détail, EELV est à peu près au bord de fermer boutique. C'est pas le seul. On a appris ces jours-ci, c'était hier, j'avoue que le sourire m'est venu aux lèvres, que l'UDI, qui avait été lancé par M. Borloo et qui maintenant est présidé par le très célèbre M. Lagarde, à ne pas confondre avec Christine, eh bien, l'UDI, paraît-il, est au bord du dépôt de bilan. Voilà. On a appris dans la presse qu'ils sont en cessation de paiement, qu'ils ont des découvertes inimaginables, que
que M. Borloo et M. Yves Gégaud avaient fait la bamboula, la fiesta avec les fonds. Je ne sais pas d'ailleurs d'où venaient les fonds. Parce qu'on a appris par la même occasion qu'en gros, ils ont à peine plus d'adhérents que nous, si j'ai bien compris. Ils en ont un petit peu plus, faut reconnaître la chose, mais enfin, de ce qu'on croit savoir. Mais alors j'ai découvert dans la presse cette chose assez extraordinaire, c'est que, paraît-il, ils ont un siège social à Paris intramuros, sur rien moins que 3 étages, dans un bel immeuble, qui, paraît-il, c'est pas très loin de l'immeuble où siègent les Républicains, l'ex-UMP. Alors paraît-il que ce siège coûte 300 000 €. Enfin, voilà, c'est des sommes mirobolantes. Moi, je rappelle que nous, à l'UPR, nous avons un siège. On a pu s'offrir un siège en location, bien entendu, dans Paris intramuros. Mais nous, ça fait 50 mètres carrés sur 2 étages, dont un étage en sous-sol. Voilà. On en est d'ailleurs très satisfait. C'est tout à fait satisfaisant. Dépenser plus serait du gaspillage scandaleux. De l'argent économisé et que nos donateurs et nos adhérents ont bien voulu nous donner. Ça n'est, semble-t-il, pas le souci de l'UDI qui jette l'argent par les fenêtres. Il est vrai que l'UDI reçoit de l'argent de l'État, à ce que nous ne recevons pas. Enfin, c'est quand même assez réjouissant de voir que l'UDI, qui passe son temps à être plus européen que moi, tu meurs, et à donner des leçons sur le fait que l'État est dispendieux, qu'il faut absolument réduire les déficits, l'UDI fait faillite. Je trouve ça quand même assez savoureux. Et puis dans ce chamboule-tout aussi, je dirais un mot. La dernière fois, j'avais parlé du Parti socialiste qui employait des travailleurs détachés. C'est d'ailleurs, semble-t-il, une pratique générale, puisque on a appris que le ministère de la Justice, sous Madame Taubira, aurait plusieurs dizaines de milliers de travailleurs qui seraient à peu près dans un statut illégal. C'est quand même fort de café. Enfin, c'est même plus que fort de café, c'est invraisemblable. Il devrait y avoir aussitôt diligenté les enquêtes du parquet. Que fait le cabinet du ministère de la Justice? Et le ministre de la Justice devrait enquêter sur ses propres actions. Ça, c'est fou, quoi. On est dans le domaine de la folie. Et puis alors, que dire d'autre? Vous avez vu que les Républicains ont tenu leur université d'été. L'université, c'est un grand mot parce que les débats ne volaient pas très haut, mais il y a quand même eu un grand moment, un très très grand moment. C'est lorsque M. Nicolas Sarkozy, en fronçant le sourcil comme ça, avec des airs de matamor sortis du, on dirait le capitaine Fracasse de Théophile Gautier, il est là, c'est un homme qui est bon. Alors, il nous fait le cinéma habituel et puis il a dit que la France était toujours du côté des opprimés et que la France avait toujours soutenu les dictateurs. Voilà. Alors c'est évidemment, je crois qu'ils auraient mieux fait de ne pas faire leur université parce que finalement le grand public retiendra en définitive cette saillie, si j'ose dire. Enfin, certains disent un lapsus. Ça prouve en tout cas que Monsieur Sarkozy est, semble-t-il, un peu fatigué. Voilà. Comme vous le savez, les lapsus parfois trahissent beaucoup de pensées et d'arrière-pensées. Voilà. Un mot pour clore ça, le Front National, ce cher Front National. Moi, j'ai suivi les démêlés, comment dirais-je, c'est Picrocolin. Du père et de la fille. Alors il y a Monsieur Le Pen qui est allé rôder du côté de la Canebière. Il y a la fille qui a dit qu'elle ne voulait pas le voir. Monsieur Le Pen qui a réuni les journalistes pour dire qu'il allait créer le rassemblement bleu-blanc-rouge. À ce moment-là, il y a Monsieur Dupont-Aignan qui s'est rappelé au bon souvenir des médias où il a table ouverte lui aussi pour expliquer que mais non, c'était lui qui avait déposé le rassemblement bleu-blanc-rouge. Enfin bon, voilà. Au total, ça veut dire que de toute cette classe politique française, il ne restera bientôt plus grand-chose. Face à tout ça, nous sommes en très 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 forte croissance. C'est un peu lassant peut-être. J'imagine que c'est très irritant pour nos adversaires qui m'écoutent de l'entendre. Mais malheureusement pour eux et heureusement pour nous, eh bien nous avons une très forte croissance. En ce moment, c'est plus fort que jamais. On a à peu près 12 à 15 adhésions par jour depuis le début du mois de septembre. Et je ne parle même pas de la collecte pour les élections régionales. L'UPR entame cette rentrée 2015 sur les chapeaux de roue et c'est très bien ainsi.
Où en est la préparation des élections régionales ? Eh bien, justement, les élections régionales, nous avons annoncé maintenant toutes nos têtes de liste. Enfin, aujourd'hui même où je parle, le 11 septembre, il y en a encore deux qui n'ont pas été annoncées, mais qui vont être annoncées pendant le week-end. Mais je fais un petit temps d'arrêt là. Est-ce que les internautes qui me regardent se rendent bien compte du tour de force, c'est presque un prodige que nous sommes en train de réaliser en présentant des listes dans les 12 circonscriptions métropolitaines. J'ai déjà dit qu'on ne se présentait pas en Corse, plus à l'île de la Réunion, c'est-à-dire 13 régions. Pour que les gens comprennent bien ce que ça signifie, j'ai fait le compte, ça veut dire que nous allons présenter 1949 candidats, moitié hommes et moitié femmes, c'est-à-dire presque 2000, presque 1000 hommes et presque 1000 femmes, qui vont se présenter sous les couleurs de l'UPR, et uniquement nous, et donc notre mouvement politique, pas dans des alliances comme maintenant les voitures balais de la gauche, là où vous avez le PS, le NPA, le Front de gauche, le Nouvelle Donne, Ancienne Donne. Et nous, on est l'UPR, eh bien on présente 1949 candidats. C'est considérable. Il y a peu de partis politiques qui peuvent le faire. On va voir on verra au moment définitif des dépôts de liste. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de 5, 6 ou 7 autres partis en France qui sont capables, peut-être à mon avis pas plus de 6 autres partis en France qui sont capables de faire la même chose. Donc les partis dont j'égrenais le nom déjà tout à l'heure, dont on m'a parlé au CSA, Nouvelle Donne ou Citoyens, qui eux ont eu droit à table ouverte dans les médias, mais également Force Vie de Madame Boutin, le Parti royaliste, le Parti du vote blanc, le NPA, le Lutte ouvrière, etc. Mais l'UDI, le MoDem et tous ces partis ne sont pas en mesure d'aligner 1949 candidats. Alors pour nous, c'est tout à fait important, c'est tout à fait stratégique. D'abord parce qu'il va y avoir moins de listes dans chacune des régions, que je pense que nous allons faire des meilleurs scores qu'aux européennes de mai 2014. Je compte qu'on fasse un vrai bond en avant lors de ces régionales, et je le sens un peu partout, en Île-de-France, il y a des gens de plus en plus qui se manifestent. On a vraiment un afflux considérable d'adhésions et des dons, puisqu'on a lancé une collecte qui marche très bien. On a maintenant dépassé, hier, nous avons dépassé les 25% de l'objectif que nous nous étions fixés. Donc on a plus du quart qu'on a ramassé en 6 semaines, dont 4 semaines du mois d'août. Donc ça nous donne bon espoir d'arriver à boucler cette collecte pour la fin décembre. Donc on est dans les clous, si j'ose dire. Et les médias vont bien être obligés de constater qu'il y a 6 ou 7 partis en France qui peuvent se présenter partout, dont l'UPR. Or, sur ces 6 ou 7 ou 8 partis qui le feront, il y en aura 6 ou 7 qui seront ultra médiatisés. Et il y en a un qui ne l'est jamais, dont il n'est jamais question, c'est l'UPR. Voilà. Donc tout ça est très bon pour nous. Ça fait penser, vous savez, je crois que c'était Paul Déroulède qui disait à la fin du XIXe siècle, s'agissant de l'Alsace-Lorraine, pensons-y toujours, n'en parlons jamais. On a l'impression que c'est un petit peu ça, on a l'impression que dans les médias, pensons toujours à l'UPR, mais n'en parlons jamais. On sait de sources sûres que de plus en plus, d'ailleurs, de journalistes sont en train de nous regarder avec le plus grand intérêt. Ce qui est très intéressant de noter, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'y reviens, c'est qu'on a on a le sentiment que les choses bougent. Il y a une région notamment où nous fondons beaucoup d'espoir, c'est à l'île de la Réunion. On avait déjà fait un très bon score pour les européennes. Cette fois-ci, ça commence très très bien. On a notre candidat David Apadou et son équipe arrivent à passer, semble-t-il, assez régulièrement maintenant sur RTL Réunion. Ça nous donne de bons espoirs de faire un bon score à l'île de la Réunion, comme dans les autres régions, mais peut-être encore plus à la Réunion que dans les régions métropolitaines. En tout cas, on va tous se mobiliser et je sens... Je faisais hier une réunion publique à Enghien, dans le Val d'Oise. Il y avait déjà quand même un enthousiasme des troupes qui faisait plaisir à voir et qui donne à penser que nous allons tous mener une très belle campagne pour ces régionales du 6 décembre 2015. Que pensez-vous du sondage indiquant que, selon 50% des Français, Christine Lagarde ferait une bonne présidente de la République ? Oui, alors j'ai vu ça. Alors s'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas surpris par cette annonce, c'est quand même bien moi.
On a maintenant un outil formidable qui s'appelle Internet. Et Internet, eh bien, je conseille à tous les auditeurs de se reporter à une vidéo qui avait été enregistrée. J'ai donné un entretien. C'était à l'École Polytechnique. C'était en avril 2013, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi quand même. Et qu'est-ce que j'avais dit dans cet entretien où justement on parlait de la préparation des présidentielles de 2017 ? J'avais dit que, bon, les médias feraient mousser. Alors je parlais de Copé à l'époque. Je ne savais pas que Copé dégagerait de l'UMP pour prévarication. J'aurais peut-être pu m'en douter, mais je n'osais pas trop le dire. J'avais évoqué Juppé, mais j'avais surtout dit, mais que je conseillais aux internautes de garder l'œil, je crois que c'était l'expression que j'avais utilisée, de garder l'œil sur Madame Christine Lagarde. Et j'avais dit, je crois textuellement, que je pensais que d'ici un an ou deux, il y aurait Madame Christine Lagarde que l'on présenterait dans la course à la présidentielle. Ben, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Madame Lagarde est en train d'être lancée médiatiquement, sondagièrement, pour faire partie de la candidature pour la présidentielle. Alors, ça mérite quelques éclaircissements pour que les gens comprennent bien les manipulations dont ils sont victimes. Le sondage en question, c'est un sondage qui est tombé d'un chapeau. Il faut toujours regarder d'où vient le sondage, déjà. Le sondage, c'est Harris Interactive. Alors, Harris Interactive, c'est le même institut de sondage américain qui avait lancé, comme un produit de savonnette, si j'ose dire, la candidature de Mme Le Pen en 2011, c'est-à-dire 1 an avant la présidentielle. Rappelez-vous, là aussi, il suffit d'aller sur notre site internet. J'avais écrit, donc les traces sont là pour prouver que ce que je dis est vrai. J'avais expliqué, il y avait eu 2 sondages qui avaient été, de mémoire, c'était le 5 et le 7 mars 2011, où Harris Interactive expliquait que Mme Le Pen ferait 23, je crois, % des voix au premier tour de la présidentielle et qu'elle arriverait première pour le deuxième tour face à M. Strauss-Kahn. Et puis 2 jours après, le même sondage interactif disait non, en fait, c'est pas 23, elle fera 24%. J'avais expliqué que ces sondages étaient bidouillés, que c'était pas possible que Mme Le Pen fasse 23 ou 24%. D'ailleurs, de fait, elle a fait 17,8% en réalité. Donc, entre 17 et 24, il y a quand même une petite marge. Et j'avais expliqué que ces sondages, l'objectif était de faire élire M. Strauss-Kahn, pour qu'il y ait un deuxième tour, Mme Le Pen, M. Strauss-Kahn, et que M. Strauss-Kahn soit élu dans un fauteuil. C'était avant l'affaire de la douche de l'hôtel Sheraton de New York. Enfin bon, on va pas revenir sur ces glissons. En attendant, j'avais expliqué aussi que Harris Interactive, c'était un institut de sondage américain dirigé par une femme qui s'appelait Mme Kimberly Thiel, et qui avait été l'assistante du chef du FBI, c'est-à-dire de cet organisme américain très puissant, qui notamment est à la tête du contre-espionnage, mais qui est dans les services policiers des États-Unis d'Amérique. Elle avait fait partie également des White House Fellows, c'est-à-dire le petit gratin présélectionné de gens qui sont proches de la Maison-Blanche. Eh bien, c'est le même institut Harris Interactive qui nous refait une Le Pen, mais cette fois-ci pour Mme Lagarde, qui nous le refait 1 an et demi à l'avance au lieu d'1 an. C'est vrai qu'il faut qu'elle parte peut-être un peu plus loin. Alors je me suis documenté. Harris Interactive, Mme Kimberly Thiel, dont je parlais à l'instant, a quitté Harris Interactive, mais elle a été remplacée par un monsieur qui s'appelle Albert Angrisani, et qui a été, allez voir si ce que je dis est faux, allez le vérifier, vous le trouverez sur Wikipédia en langue anglaise. Ce monsieur a été auparavant secrétaire au travail, c'est-à-dire ministre du Travail, adjoint du gouvernement américain et chef de cabinet du président Ronald Reagan. Il est maintenant à la tête de Harris Interactive. C'est-à-dire, là aussi, ça confirme les analyses que j'avais faites, cet institut de sondage, en fait, est un faux-nez des autorités américaines. C'est un organisme de désinformation. Donc quel est l'objectif ? Et l'objectif, et c'est celui que j'avais indiqué déjà en 2013 à l'École Polytechnique, c'est de lancer Mme Lagarde comme éventuelle candidate. Et toute la partition est toute prête, elle est toute écrite. On expliquera aux Français, regardez cette femme, elle a réussi, elle a conquis l'Amérique, ouais, génial, etc. Cette femme qui a su séduire Wall Street, elle était arrivée à la tête d'un cabinet d'avocats, comment dirais-je, le cabinet d'avocat McKinsey.
Et on dira, elle a réussi, et c'est ça, premièrement. Deuxièmement, elle parle très très bien l'américain, c'était ce qu'on déjà on disait de M. Strauss-Kahn. Troisièmement, elle a succédé à M. Strauss-Kahn dans les conditions que je rappelais vaguement à l'instant, à la tête. M. Strauss-Kahn a dû démissionner suite à l'affaire de l'hôtel new-yorkais. Et elle l'a remplacé au Fonds monétaire international. Et on va nous expliquer que cette femme, elle est fantastique, que le FMI a sauvé la Grèce, etc. Voilà. Donc la partition, elle est toute prête. Ce que je crois profondément, c'est que l'oligarchie qui a mis la France sous sa coupe, notre pays n'est plus un pays indépendant et souverain, nous sommes devenus maintenant une colonie américaine dirigée, pas uniquement par le gouvernement américain, mais dirigée par toute une oligarchie. Cette oligarchie veut avoir plusieurs fers au feu. Voilà. Ils ont toujours ça. Hein. On l'a vu lorsque Strauss-Kahn a été évincé. Bon, ben, ils ont sorti Hollande. Voilà. Et du coup, comme Hollande était vraiment difficilement présentable, on a un peu moins parlé de Mme Le Pen. On a fait rebaisser les sondages pour Mme Le Pen. Donc là, à l'évidence, l'oligarchie a dû faire un trait sur François Hollande. Bon. Ils savent de toute façon qu'il faut sortir les sortants. Donc je pense qu'ils ont compris que ça sert à rien d'essayer de faire mousser le PS. Ils ont dû faire un trait à la fois sur François Hollande et sur Manuel Valls. En revanche, ils chouchoutent M. Macron. M. Macron, mais pas pour 2017. M. Macron, ça sera dans leur esprit. Hein. Pour 2022 ou 2027, on nous présente M. Macron, on nous fait des portraits en pied. J'ai vu un sondage aussi qui disait que les Français raffolaient de M. Macron. Enfin, je sais pas, demandez autour de vous si vous avez beaucoup de gens autour de vous qui trouvent que le ministre actuel des Finances est un type fantastique et qui fait une politique formidable. Moi, j'ai surtout vu qu'il se fait rouler dans la farine comme un bleu au moment de l'affaire de l'aéroport de Toulouse, dont il a vendu la gestion à des escrocs qui sont partis sans laisser d'adresse. Enfin, bon, bref, M. Macron, il applique tout simplement les directives européennes. Donc pour le PS, ça ne sera pas 2017. Je pense que l'oligarchie a prévu une alternance, fera donc tout pour que ce soit le candidat de l'UMP qui arrive au pouvoir, enfin des Républicains. Je pense, je me hasarde, mais je pense que la candidature Sarkozy est pour rire. Je pense qu'il y a déjà un scénario hollywoodien qui a été prévu, concocté, avec Sarkozy qui sert de bout en train, comme on disait jadis, et puis qu'il y aura d'un seul coup un truc sensationnel, totalement imprévu, alors que tout ça est prévu de longue date, totalement imprévu. On nous sortira d'un chapeau M. Juppé ou Mme Lagarde. Voilà. Et je pense qu'actuellement, dans les coulisses, on doit s'interroger, est-ce qu'il vaut mieux mettre M. Juppé ? M. Juppé, il a le côté, c'est un ancien chiracien, donc il y a des gens qui peuvent se laisser prendre au piège. Mais M. Juppé n'a absolument rien de gaulliste. M. Juppé n'est même plus chiracien. M. Juppé, sur toutes les prises de position qu'il a prises, notamment en matière géopolitique, économique et sociale, c'est exactement un clone de M. Sarkozy et de M. Hollande. Ou alors, mais ça c'est vrai que M. Juppé peut drainer à lui des anciens RPR nostalgiques qui tomberaient dans le panneau. Ou alors, l'autre hypothèse, c'est Mme Lagarde, et on dira, mais oui, alors non seulement elle a su séduire les États-Unis, je vois ici les couvertures de Paris Match, ou alors, et on dira que c'est une financière hors pair, et puis on dira surtout, c'est une femme. Et on nous fera le coup, qu'est-ce que vous pensez que d'avoir une femme à l'Élysée ? Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de parler du fond des sujets, on parlera de choses qui sont finalement tout à fait accessoires. Les États-Unis, ils sont d'ailleurs champions en la matière. Hein. Au moment de l'élection d'Obama, le débat aux États-Unis s'était focalisé sur un noir à la Maison-Blanche, etc. Bon, maintenant, le noir à la Maison-Blanche, ça y est, c'est fait. Donc, aux États-Unis, c'est maintenant justement une femme. Est-ce qu'une femme à la Maison-Blanche, c'est Mme Clinton ? Il n'est pas du tout exclu qu'on nous refasse le coup. Voilà ce que je pense de ce sondage Harris Interactive, qui est, à mon avis, la mise en orbite d'une stratégie alternative, soit Juppé, soit Mme Lagarde, les deux fers au feu en fonction, on verra ce que dira l'opinion sur ces questions. Moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui me font confiance, qui m'écoutent, d'abord je leur dis d'aller revoir ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit. Hein, c'est comme pour l'affaire Tsipras. Voilà, c'est comme sur beaucoup de choses. Allez revoir et allez réécouter ce que j'ai dit et ce que j'ai écrit. Voilà, parce qu'on juge de la vérité
d'une analyse, de la pertinence d'une analyse, en revoyant ce qu'on a pu dire il y a 2 ans, il y a 3 ans. C'est exactement ce que je... Vous constaterez que j'avais exactement prévu ce qui se passe. Et donc, ceci m'amène à vous dire, ne faites pas confiance à ces sondages. Ne faites surtout pas confiance à tous les médias qui veulent vous vendre M. Juppé ou Mme Lagarde. Renseignez-vous, ressaisissez-vous. Comprenez que les solutions que l'on vous propose dans les grands médias sont de fausses solutions. Renseignez-vous et renseignez-vous sur l'UPR. Et si possible, vous vous rendrez compte que la solution n'est pas celle que l'on vous présente. C'est chez nous que ça se passe. Que pensez-vous de l'évolution de la crise des migrants ? Alors j'en avais parlé de la crise des migrants le 27 août. Ça commençait. Ça prend une ampleur qui est désormais considérable. Alors je redis ce que j'avais dit. C'est un sujet quand même d'abord très délicat. C'est un sujet très très délicat puisqu'il y a quand même derrière des drames humains vraiment sans nom. Des drames humains épouvantables avec des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui sont derrière. Donc la toute première chose que je dis, c'est ça. Et nous devons, en toute chose, il ne faut jamais se laisser guider par l'émotionnel, ni dans un sens, ni dans l'autre. Donc il ne faut jamais oublier que ce sont des êtres humains et donc qui nécessitent toute notre compassion. Donc la première chose, c'est que les propos, les rodomontades, yaka, faucon, on va les rejeter à la mer, etc. Ça, en tout cas, c'est pas mon genre. Ce n'est pas le genre de l'UPR. Donc ces gens qui arrivent, eh bien, il faut bien les accueillir. Bon. Mais il ne faut pas se laisser entraîner dans l'émotionnel dans l'autre sens. L'hypermédiatisation d'une photo atroce d'un petit garçon qui est de me trouver mort sur une plage, moi, me laisse extrêmement perplexe et me laisse un goût très détestable dans la bouche. Parce que des photos atroces de petits-enfants martyrisés, il y en a des centaines de milliers sur Internet. Et bien pire que celles qu'on nous a montrées. Allez voir, je ne sais pas si je dois dire ça, mais ceux qui le souhaitent peuvent se renseigner et aller regarder les photos de villageois, d'enfants, de petits garçons, de petites filles, complètement détruits, déchiquetés en Afghanistan, en Irak, par les troupes occidentales. Et pourquoi d'un seul coup on n'a jamais vu ces photos bien plus épouvantables encore que celles qu'on nous a montrées de ce petit garçon trouvé mort sur une plage? Pourquoi ces photos d'enfants déchiquetés par les bombardements de la coalition de l'OTAN en Afghanistan ou en Irak, pourquoi on ne nous les montre pas? Donc, ceci donne à penser, et c'est odieux, que nous avons affaire à une gigantesque opération médiatique. Un montage médiatique qui d'ailleurs se fait avec la quasi-approbation des gouvernements européens. Tout se passe comme si il avait été décidé d'avoir une politique en la matière pour avoir une espèce de volonté de mettre l'Europe devant une crise prétendument ingérable et que, postulant d'ailleurs au passage l'incapacité des pays à avoir une politique autre que de recevoir tout ce flot de réfugiés. Il y a beaucoup de questions et il y a eu un internaute qui m'a dit qu'il était étonné que je pose des questions. Mais c'est normal qu'on pose des questions. Moi, je ne suis pas aux affaires. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'à l'Assemblée nationale, normalement, il y a une séance dite de questions au gouvernement où les députés, normalement, devraient poser des questions au gouvernement. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas prévu? Pourquoi est-ce qu'il y aurait des quotas entre les pays de l'Union européenne? Comme si l'Union européenne était l'accusée, celle qui devait être de toute façon celle qui devait recevoir les réfugiés. Moi, je considère que ce genre de problème doit être traité au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Il y a d'ailleurs toutes les organisations, on n'en parle jamais, il y a un haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCNUR. Il sert à quelque chose. Pourquoi personne ne parle jamais du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés? Pourquoi est-ce que ce problème n'est pas traité au niveau planétaire? Pourquoi est-ce que, par exemple, les États-Unis n'accueillent pas des dizaines de milliers de réfugiés syriens? Surtout que les États-Unis sont quand même ceux qui manipulent l'affaire depuis le début dans la volonté de renverser le régime de Bachar el-Assad.
Pourquoi est-ce que le Canada, enfin les pays de l'OCDE, le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande ne font pas leur... voilà. Pourquoi est-ce que la Ligue arabe n'est pas sollicitée? Que font les frères arabes des Syriens? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas sollicités aussi? Autre question, comment se fait-il que nous ayons en France des quantités de mal logés? Des gens qui mettent des années pour trouver un petit HLM. Et je ne parle même pas de ce problème qui prolifère dans notre pays, qui est la prolifération des sans-abri. Il y a des associations qui, justement, sur les morts anonymes dans la rue, chaque hiver, il y a des dizaines de Français qui meurent, qui sont des SDF, qui meurent dans la rue. Alors l'État, paraît-il, est complètement désargenté. On n'a plus aucune politique, ou pratiquement plus, j'exagère un peu, mais on a une politique immobilière qui est quand même... qui n'est pas du tout à la hauteur des problèmes. Puis d'un seul coup, comme par miracle, on va accueillir des dizaines de milliers de personnes, et puis on va savoir qu'est-ce que c'est que cette histoire. Pourquoi ce qui était totalement impossible face aux SDF devient d'un seul coup possible maintenant? Voilà. Alors que l'on me comprenne bien. Encore une fois, nous ne sommes pas... nous sommes des gens humains. Nous considérons que parmi ces réfugiés, il faut les traiter dignement. Ce sont des êtres humains, ce sont nos semblables. Donc nous devons les accueillir bien. Mais nous ne devons pas non plus faire preuve de naïveté, et nous devons absolument mettre cette affaire au niveau de l'Organisation des Nations Unies, en faire une question planétaire, et rechercher, je l'ai déjà dit la dernière fois, j'y reviens, rechercher les responsabilités. Voilà. Qui est-ce qui est à l'origine de tout ça? Et pourquoi, c'est une question que j'ai posée la dernière fois que je repose, pourquoi d'un seul coup y a-t-il cet afflux soudain de réfugiés? Ça n'a pas de sens. Ça fait maintenant 4 ans que la Syrie est à feu et à sang. Ce qui aurait été logique, c'est que l'on assistât à un flux régulier de réfugiés. Mais là, c'est d'un seul coup, brutalement, en l'espace de quelques jours. Là, au prochain week-end, j'ai vu une dépêche aujourd'hui, au prochain week-end, l'Allemagne s'attend à l'arrivée de je ne sais plus combien, 20 000 nouveaux réfugiés. On a vraiment l'impression d'une opération qui a été organisée et où les dirigeants occidentaux, enfin d'Europe, font semblant d'être surpris alors que tout ceci me donne l'impression d'avoir été organisé. On est de toute façon dans une affaire de mensonges et de faux-semblants complets. J'ai vu une déclaration qui m'a laissé pantois de M. Fabius. Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères, je le rappelle, c'est pas le meilleur qu'on ait eu. C'est le moins qu'on puisse dire. Il est d'ailleurs la risée générale de la planète entière. On a vu l'autre fois à Prague, il a titubé, enfin bon. Mais M. Fabius a fait cette déclaration qui m'a vraiment laissé pantois. Il a, au sujet de la Hongrie, qui a construit un mur de, je crois, 179 km de long, le long de la frontière serbe, des espèces de chevaux de frise, des barrières en fil de fer, et est en train d'élever un mur de 4 mètres. Et M. Fabius a dit que c'était un scandale, que c'était contraire aux valeurs européennes. Très bien. Moi, je ne suis pas un fanatique des murs. Mais ce que M. Fabius ne dit pas, c'est qu'au même moment, l'Union européenne finance la construction d'un mur qui est en Ukraine, qui s'appelle le mur, justement. C'est plusieurs millions d'euros, dizaines de millions d'euros, que l'Union européenne cofinance pour construire un mur entre l'Ukraine et la Russie. Alors c'est quoi ça, M. Fabius? C'est les valeurs européennes? Ou c'est pas les valeurs européennes? Et pourquoi, M. Fabius, vous ne protestez pas? Il y a aussi des murs sur les enclaves de Ceuta et Melilla au Maroc, il y a des murs, des chevaux de frise, des miradors, etc. On croirait le mur de Berlin de la grande époque. Et vous en pensez quoi de ça, M. Fabius? C'est les valeurs européennes ou c'est pas les valeurs européennes? Et qu'est-ce que vous dites aussi, M. Fabius, de la frontière que la Grèce a construite face à la Turquie, le long du fleuve Evros? Ils ont fait la même chose, c'était il y a quelques années, au cours des dernières années, ils ont construit là aussi des grillages métalliques, etc. C'est quoi ça, M. Fabius? C'est les valeurs européennes ou c'est pas les valeurs européennes? Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez de votre grand ami américain qui a bâti un mur extraordinaire le long du Rio Grande où il tire à vue sur les chicanos? C'est quoi? C'est les valeurs occidentales ou c'est pas les valeurs occidentales? Et au fait, qu'est-ce que vous avez dit sur le mur qui entoure Gaza? C'est quoi ça? C'est des valeurs occidentales ou c'est pas des valeurs occidentales? Donc ça commence à être exaspérant. Ce deux poids deux mesures absolument permanent,
où on a affaire à un Olybrius, c'est pas Monsieur Fabius, c'est Olybrius qui est à la tête du Quai d'Orsay, et qui nous dit comme ça, c'est contraire aux valeurs européennes. Moi, encore une fois, je dis pas du tout ça pour défendre spécialement le gouvernement hongrois. Ce que je sais, c'est qu'en tout cas, le gouvernement hongrois est dans le collimateur de la Commission européenne parce qu'ils ne veulent pas adopter l'euro et parce qu'ils prennent des mesures qui ne plaisent pas à la Commission européenne. Mais qu'on ne vienne pas spécialement nous expliquer qu'il y aurait des valeurs européennes dans un cas. En réalité, ce que M. Olybrius ne veut pas avouer, c'est que cette crise des migrants montre qu'il n'y a jamais eu d'Union européenne. Que tout le monde tire à U et à dire. On a appris il y a quelques minutes que le groupe de Visegrad, qui est un sous-groupe notamment de pays de l'Est qui sont au sein de l'Union européenne, a dit qu'il refusait les quotas. La Roumanie a dit qu'elle refusait les quotas. Donc en fait, tout le monde tire à U et à dia. Cette crise des migrants montre que la construction européenne est un mensonge depuis le début. Voilà, monsieur Olybrius, la conclusion qu'il faut en tirer. Souhaitez-vous aborder d'autres sujets d'actualité ? Ah bah, il y a beaucoup de choses à dire sur plein de sujets. En vrac, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Enfin, en vrac, il y en a beaucoup d'autres. Mais deux qui me viennent à l'esprit. Il y en a un dont on n'a pas parlé dans les grands médias français, ou peu. C'est la crise qui s'est passée dans un petit pays d'Amérique centrale qui s'appelle le Guatemala. Alors Guatemala, quand on dit Guatemala, en général, les Français imaginent tout de suite la République bananière, le général Alcazar dans Tintin, enfin des trucs comme ça, une espèce de dictature latino-américaine. Bon. Ben, qu'est-ce qui s'est passé au Guatemala ? Ce qui s'est passé au Guatemala, c'est que le président, qui était le président de la République en exercice, il y a la présidente de je ne sais quel tribunal qui a commencé à dire que c'était un homme corrompu, qu'on en avait la preuve. Il s'appelait M. Otto Gutiérrez, je crois, le président du Guatemala. Et la présidente a commencé à dire, elle l'a inculpé pour détournement de fonds ou pour prévarication. Bon. Il y a des ministres qui ont commencé à quitter le gouvernement en disant que c'était plus possible d'être avec cet homme-là. Et ensuite, eh bien, il a été interdit de sortie du territoire, il a été contraint à la démission, et ayant démissionné, il a été tout simplement mis en prison. Je me plais à penser ce qu'il en serait en France. Force est de constater que nous avons en France un régime politique qui est désormais moins démocratique que celui du Guatemala. La deuxième chose que je voudrais dire, le deuxième sujet qui me vient à l'esprit, c'est un sujet qui peut paraître superficiel et amusant, qui ne l'est pas du tout. Ça n'est ni superficiel, ni amusant. Je veux parler du changement de logo de la gendarmerie nationale. La gendarmerie, vous savez ce que c'est, les gendarmes. Les gendarmes, ça porte bien leur nom, c'est des gens, plus loin, d'armes, les gens qui portent des armes. Ça remonte au Moyen-Âge, Et sous l'Ancien Régime, il s'était fait la spécialité d'être des artificiers qui lançaient des grenades. D'ailleurs, on les appelait également parfois les grenadiers. Et sous l'Ancien Régime, c'était je crois sous Louis XIV ou sous Louis XV, ils avaient adopté un logo qui représentait une grenade jetant des flammes. Et après la Révolution française, enfin au moment de la Révolution française, ce logo avait été repris et tout avait été chamboulé, mais enfin un certain nombre d'armes avaient été maintenues, leurs noms parfois avaient été changés, mais la gendarmerie, qui avait été en 1791, avait repris le logo sous une autre forme de cette grenade explosant. Bon. Ce logo avait traversé donc les siècles, j'allais presque dire les millénaires, ça aurait été exagéré, mais du moins le logo que la gendarmerie nationale avait encore de nos jours était un logo qui représentait une grenade avec des flammes, et qui était un logo qui remontait, qui avait au moins 200-300 ans d'âge. Bon. D'un seul coup, ce logo, qui était d'ailleurs barré de bleu, blanc, rouge, il a été décidé, mais alors Dieu sait par qui, comme si c'était la priorité des priorités, mais les Français n'ont rien demandé en la matière. D'un seul coup, ce logo a été changé, remplacé par une horreur. Enfin, tout le monde l'a vu, c'est d'une mocheté extraordinaire. C'est même plus que moche.
c'est un logo, enfin n'importe qui a fait, pourtant moi je ne suis pas du tout un expert, c'est le moins qu'on puisse dire, enfin n'importe qui a un tout petit peu le sens de l'esthétique ou le sens de la, comment dirais-je, de la psychologie humaine, c'est un logo inquiétant qui ressemble à une faux. On dirait la faux de la grande faucheuse, vous savez, de la mort qui passe pour voilà, ou éventuellement d'un crochet d'un crochet de boucherie. C'est inimaginable. Non seulement ce logo est extrêmement laid, non seulement ce logo ne correspond à rien, non seulement ce logo est porteur d'images extrêmement négatives comme la grande faucheuse ou bien le crochet, non seulement ce logo ne se rattache à aucune tradition ancestrale et séculaire, mais en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, il a viré le rouge. Il ne reste plus que le bleu, c'est-à-dire le bleu. Le bleu, ça fait penser à quoi, à votre avis? Ça fait penser. C'est d'ailleurs un bleu un petit peu métallique de type américain. Enfin, ça ne peut faire penser qu'au drapeau européen ou au bleu du drapeau américain. Alors, c'est très grave. Ça paraît un détail, mais c'est très grave. C'est très grave parce qu'on voit bien qu'il y a une volonté délibérée, insidieuse. La tactique du salami, vous savez, tranche par tranche. Tranche par tranche, on retire au peuple français tous ces éléments de repérage dans l'univers. Comparons avec ce qui se passe par exemple au Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, je crois que c'était hier, a célébré le fait que la reine d'Angleterre vient de franchir le cap de son aïeul, de sa trisaïeule Victoria. Désormais, le règne d'Élisabeth II est le plus long règne de l'histoire britannique, de toute l'histoire. Elle a dépassé la longueur du règne de Victoria. Au Royaume-Uni, on cultive justement le respect sacro-saint des traditions, des choses qui parfois remontent au XIIe siècle, sont toujours conservées en l'état. Et on fait pareil au Japon, on fait pareil dans beaucoup de pays, et même dans des pays neufs, relativement nouveaux comme les États-Unis, il y a quand même des traditions. On parle toujours le premier amendement, le deuxième amendement. La Constitution n'a jamais changé aux États-Unis depuis 1776. Ça permet aux populations de tous ces pays de se repérer, d'avoir des points de repère, d'être sur des choses solides. En France, tout est fait pour que dans tous les domaines, j'ai eu l'occasion de l'expliquer dans une conférence, c'était sur la tromperie universelle, où je montrais comment, insidieusement, on avait volé aux Français leur identité, j'allais dire en termes philatéliques, avec le timbre utilisé sur les lettres. Jadis, c'était République française avec Marianne. Et puis j'ai montré comment, tranche par tranche, République française avait disparu, était remplacée par le simple mot France. Comment la Marianne en question était devenue progressivement, avait perdu sa cocarde. Et puis comme d'un seul coup, on avait vu apparaître des étoiles sur la Marianne. Et puis maintenant, la dernière trouvaille de Monsieur Hollande, c'est que la Marianne, ça soit en fait une des Femen, vous savez, une de ces femmes financées par Georges Soros pour aller faire des actions scandaleuses dans les églises orthodoxes ou à Notre-Dame de Paris. C'est-à-dire vraiment c'est avilir systématiquement le pays. On a vu également, j'avais eu l'occasion de m'exprimer sur l'affaire des sculptures scandaleuses qui avaient été mises place Vendôme ou à Versailles. Eh bien, c'est dans cette même ligne que s'inscrit cette affaire du logo de la gendarmerie. Il s'agit que progressivement, on retire aux Français tout ce qui faisait leur environnement familial auquel ils étaient habitués, parce que dans les campagnes, le gendarme, c'est important, la gendarmerie, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà. Maintenant, c'est une faucheuse de couleur bleue américaine. Merci pour le symbole. Lorsque nous serons arrivés au pouvoir, je porterai un soin très vigilant à ce que l'on rétablisse les grands symboles de la République française, et en particulier, on revienne au logo traditionnel de la gendarmerie nationale. Un dernier mot sur l'université. L'université de l'UPR se passe bien, ça se passe très bien. On a d'ores et déjà plus de 200 personnes qui se sont inscrites, ce qui est beaucoup, ce qui laisse augurer un beau succès de cette université qui se tiendra dans 15 jours. J'en profite, c'est d'autant mieux qu'on n'a pas encore fait de rappel d'ailleurs, j'en profite pour dire et confirmer que ça va être tout à fait intéressant. Je signale que pour la table ronde sur la Russie, nous avons eu la confirmation notamment de la présence de M. Kowalski, qui est le numéro 2 de l'ambassade de Russie en France, rien moins, c'est-à-dire le conseiller politique de l'ambassadeur.
Nous avons eu également la confirmation d'un chercheur qui viendra. Il y aura également peut-être un industriel travaillant avec la Russie. S'agissant de la table ronde sur le monde rural, nous aurons des agriculteurs, des maires de petits villages qui viendront et on parlera de tout ça. Et puis il y aura bien entendu aussi des séances et des ateliers de formation ou d'information sur la préparation des élections régionales. On aura l'occasion d'en reparler.